Alors, je vais commencer par une partie de constat assez simple. Je sais que vous avez sans doute quelques chiffres ce matin et que Médiamétrie cet après-midi intervient, donc je ne vais pas vous saouler de chiffres, mais en revanche, vous permettre de comprendre quel a été et quel est toujours notre point de départ. Aujourd'hui, le principal problème que nous avons à résoudre, enfin un des problèmes que nous avons à résoudre, c'est qu'on assiste à un vieillissement relatif de la structure d'auditoire de Radio France. Vous avez sous les yeux 3 chiffres, l'âge médian de la population française, son évolution depuis 2006, donc 3 ans de plus en 2006 par rapport à 2006. Vous avez l'âge médian des auditeurs du média radio, donc là c'est 1 point de plus en 2006, et vous avez celui de Radio France, 5 points de plus par rapport à 2005, pardon. Donc vous voyez que notre âge médian est significativement supérieur, premier point, et que, deuxième point, notre structure d'auditoire a vieilli plus vite que la population. Encore une fois, si la structure d'auditoire de Radio France équivalait à celle de la population française, on trouverait que c'est assez logique, c'est normal que le service public s'attache à servir tous les types de publics. Il y a un deuxième point important, c'est que il y a une grande disparité entre l'ensemble de la population et les plus jeunes. Donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce diagramme un peu rébarbatif. Grosso modo, vous avez à gauche la pénétration des médias et à droite la durée d'écoute. Donc ça, c'est valable pour l'ensemble de la population. On est sur l'Internet fixe, l'Internet mobile ne fait pas partie du diagramme. Quand vous regardez ce que ça donne sur les plus jeunes, vous avez un instant, vous êtes un peu interloqué et un peu stupéfait, parce que vous voyez que si je compare rapidement, mais vous n'avez pas du tout la même physionomie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine manière, d'une part, la pénétration régresse un petit peu. On va voir que sur la radio, on constate que sur la radio, c'est moins violent que sur d'autres médias. En revanche, la diminution de la durée d'écoute est quand même assez forte. Donc, si on se projette dans l'avenir et qu'on se dit ces 15-24 ans, certes, ils vont vieillir comme tout le monde, mais en même temps, ils vont garder des habitudes générationnelles. Et c'est pour ça que je préfère parler de renouvellement des publics plutôt que de conquête des nouveaux publics. Les 15-24 ans d'aujourd'hui, je vous fais pas un dessin, et puis on va vieillir comme tout le monde. Et donc, si on ne prend pas rapidement leurs habitudes, je dirais qu'à échéance à moyen terme, on risque d'avoir des soucis. Je vous parlais de la durée d'écoute. Voilà la baisse de la durée d'écoute de la radio entre 2000 et 2015. Vous voyez qu'elle est assez importante, en tout cas sur le média principal qui est le média broadcast. Et puis un autre chiffre qui, à mon avis, est une bonne synthèse des évolutions que nous connaissons. 10% de la consommation radio se fait sur les supports digitaux quand on prend l'ensemble de la population. Ce chiffre atteint 30% pour les 13-24 ans. Donc là encore, on voit que l'évolution est très sensible. Et quand on rentre à l'intérieur des catégories d'âge, on se rend compte que les 25-34 ans écoutent beaucoup la radio à partir de l'ordinateur et plutôt sous un mode Internet fixe. Pour les plus jeunes, c'est pas le cas. Le smartphone prend le relais. Voilà, donc c'est évidemment des facteurs structurels. Je vais passer assez rapidement là-dessus, vous le savez, mais c'est quand même assez impressionnant. 68% des Français de 50 ans et plus étaient internautes, ils sont 68%, donc ça concerne absolument tout le monde. Voilà, et puis un dernier chiffre qui est intéressant à avoir en tête, c'est que finalement, il y a 5-6 ans, on se posait la question de savoir si les tablettes, après les smartphones, allaient avoir un avenir. Je crois que la question aujourd'hui, elle est tout à fait claire et tout à fait nette. On se rend compte que l'écoute sur les 3 écrans est réelle. Et quand on regarde la population active, notamment ceux qui ont entre 35 et 49 ans, on voit que la proportion qui utilise les 3 écrans pour écouter la radio est forte. Alors, ça, je dirais que ça a été nos constats d'arrivée il y a un peu plus d'1 an, quand Mathieu Gallet est arrivé à Radio France. On sait qu'on doit conquérir des nouveaux publics, mais on sait que plus profondément, on doit les renouveler. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous envisageons de faire, mais vous donner quelques illustrations de ce qu'est notre stratégie. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par renouvellement ? D'abord, je pense qu'il faut être clair et lever toute ambiguïté. Renouveler nos publics, c'est la mission de service public.
On ne peut pas évidemment se mettre dans la logique qu'on ne va pas renouveler nos publics et se contenter des publics acquis. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'une part, de façon négative, ne pas vieillir plus vite que la population française. Et pour ne pas vieillir plus vite que la population française, il faut en épouser les tendances, les usages et les aspirations, ce que nous nous attachons à faire sur l'ensemble de nos propositions de contenu. Deuxième point qui veut dire renouvellement, c'est le fait de toucher de manière plus forte qu'auparavant les tranches d'âge qui sont au cœur des évolutions sociétales et numériques. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. On doit être vraiment, d'une certaine manière, un point d'équilibre. Quand on regarde nos publics, il faut que les publics qui ont grosso modo entre 35 et 50 ans, qui sont, comme je le disais, assez équipés, il faut évidemment qu'ils nous écoutent au moins autant que les plus âgés. Et puis le troisième point qu'il faut avoir en tête, évidemment, il faut qu'on touche les plus jeunes. Radio France, comme pas mal de services publics audiovisuels en France, mais surtout en Europe, ne touche pas suffisamment les plus jeunes. Donc on veut toucher les plus jeunes pour ceux qu'ils sont, c'est-à-dire pour des gens jeunes, mais évidemment aussi pour ceux qu'ils vont devenir, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, leurs habitudes générationnelles. Il est évident que l'habitude du smartphone pour écouter la radio, elle ne va pas se perdre avec les cycles de vie. Il y a sans doute des ajustements qui vont se faire parce que quand on vieillit, qu'on a des enfants, qu'on vit dans un foyer à plusieurs, on ne peut pas être tout à fait le même que quand on était célibataire, mais on garde quand même de ces années de formation et d'adolescence des réflexes pérennes. Alors, le premier choix que nous avons fait et que Radio France a fait, c'est de proposer une offre fondée sur la complémentarité et l'enrichissement numérique de nos propositions éditoriales. Alors, j'ai intégré ici un petit benchmark européen que nous avons effectué pour vous montrer que finalement Radio France, dans la sphère des services radiophoniques européens, a une offre qui est déjà assez nourrie, qui est très complémentaire entre nos radios parlées et nos radios musicales. On a donc une offre tout à fait unique. En rouge, ce sont les radios parlées. En bleu, ce sont les radios musicales. Et vous constatez d'ailleurs que dans l'ensemble de notre gamme, on a un peu plus de radios parlées que de radios musicales si on nous compare avec le reste des offres en Europe. Donc ça veut dire qu'on part d'un socle qui est un socle solide. On a des cas uniques dans notre offre. Il n'y a pas l'équivalent de France Culture et de France Musique ailleurs en Europe et peut-être dans le monde. Donc c'est une exception unique. Et donc, on a évidemment ce point de départ. Et tout le travail que la direction des antennes et programmes réalise avec la direction du marketing, avec la direction du numérique, c'est une forme d'obsession, je dirais, de la complémentarité, parce qu'on sait que c'est en étant complémentaire qu'on arrivera à toucher les publics larges. Le deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le fait évidemment de ne pas se contenter d'être très bon sur les 50 ans et plus, où nous sommes leader quand on prend Radio France. C'est aussi ce que je disais tout à l'heure, de se dire, voilà, il y a des populations qui sont assez névralgiques. Elles sont névralgiques parce que, d'une certaine manière, elles ne sont pas encore digital native, mais elles ont des réflexes numériques. Elles conservent les réflexes du broadcast tout en adjoignant des modes de consommation plus numériques. J'ai pris ici l'exemple des 35-49 ans. Il y a d'autres segmentations de public qui sont possibles. Mais vous voyez que sur la dernière saison, aussi bien France Inter que France Info, nous avons, qui sont évidemment deux de nos chaînes importantes, et auxquelles on confère ce rôle important de renouvellement sur ce public-là, ont progressé sur la saison, quand bien même la grève, puisque je rappelle qu'on a eu quand même une grève assez longue, et que si, en extrapolant, on n'avait pas eu cette grève, ces chiffres seraient encore sensiblement supérieurs. Donc je ne vais pas vous dire comment on fait et comment on l'a fait, évidemment, parce qu'on on est là pour partager l'information, mais pas pour donner toutes nos recettes de savoir-faire. Mais ça reste un objectif qui est très net et très, très marqué, que d'ailleurs nous allons inscrire dans notre contrat d'objectifs et de moyens, pas comme un indicateur principal, parce que le service public doit toucher tout le monde, mais on doit veiller particulièrement à être au moins aussi fort, aussi puissant sur ce public-là que sur l'ensemble de la population. Je ne peux pas parler de FIP, parce qu'on parle moins de FIP, mais pour information, FIP a une audience cumulée d'1,1% sur l'ensemble de la population, avec 10 fréquences seulement. Donc vous voyez que c'est une radio musicale qui a beaucoup de potentiel sur ce public. Alors le troisième point important, c'est le renouvellement de l'offre numérique des chaînes.
cohérents avec leur positionnement éditorial, entamés avec France Bleu. C'est un travail collectif qui a été fait entre France Bleu et la direction du numérique et qui vient de donner des premières fleurs, si je puis dire, puisqu'on voit que l'augmentation des visites a été très forte en septembre. Il y a une application qui va sortir demain, me semble-t-il. Je regarde Laurent, mais je crois que tu peux me le confirmer. Donc une application brillante, j'hésite pas à le dire. Quand je dis complémentaire, ça veut dire quoi? Vous savez que France Bleu, c'est un réseau de 44 stations locales. Et donc la réflexion, elle a porté sur le fait de créer une offre numérique qui soit tout à fait en phase avec ce positionnement. Donc vous regarderez le site et vous téléchargerez l'appli, vous verrez qu'il y a tous les points forts de France Bleu qui ressortent de ce travail de création important. C'est une première pierre, puisque suivront l'année prochaine d'autres chaînes. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu sur les supports mobiles une adhésion assez rapide du public. Et je pense qu'avec l'application, les résultats seront décuplés. Ça vous permet, par exemple, si vous voulez interagir avec l'antenne, avec un clic, de pouvoir être en relation avec le France Bleu que vous écoutez. Alors l'autre point important, un autre point important, et là on est vraiment sur les nouveaux publics, c'est ce que nous avons réalisé avec Move. Donc le Move est devenu Move depuis février 2015, entièrement repensé, entièrement revu, une offre multicanale avec bien sûr la radio, mais aussi une application, un site web, des séquences de vidéos. C'est une radio qu'on a clairement positionnée sur le hip-hop, avec un avantage formidable, c'est que non seulement la programmation musicale est de très bonne qualité, mais en plus il n'y a pas de publicité. Et on s'est rendu compte récemment dans une étude qu'on a faite sur cette population-là que c'est une vraie nouveauté, parce que la publicité est quand même assez envahissante sur ce type d'offres en général. Donc ça a été un travail assez important, même très important, qu'on suit, je dirais, quasiment au jour le jour. On sait que c'est compliqué, parce que c'est une population qui, par ailleurs, a un petit peu délaissé la radio, comme je le disais, mais on pense que c'est le rôle du service public, de proposer une programmation musicale de qualité, et d'avoir des moments de débat public sur cette chaîne que personne d'autre ne propose. Donc voilà, c'est un point assez important de notre stratégie, qu'on a, je dirais, porté depuis le démarrage auprès de l'ensemble de la sphère à la fois musicale, parlementaire, politique, etc. Alors, on va faire un petit peu d'auto-flagellation. Je ne vous parlerai pas des podcasts qui sont l'inverse de la flagellation, puisque nos podcasts, comme certains d'entre vous le savent, marchent extrêmement bien. Plus de 20 millions de podcasts tous les mois, dont quasiment le tiers en provenance de l'étranger. Donc, on a des contenus qui sont souvent des contenus de stock. On se rend compte, par exemple, avec France Culture, qu'il y a un vrai réflexe de collection qui se développe chez ceux qui écoutent la station, avec un niveau de podcast tout à fait impressionnant. Donc, les podcasts, c'est une vraie réussite, et on va continuer, bien sûr, à développer cette offre-là. En revanche, sur les web radios, on a fait le même travail d'analyse pour savoir ce que nos confrères faisaient ailleurs. Et là, vous vous rendez compte, donc Radio France, c'est la première ligne en haut, vous vous rendez compte qu'on n'avait pas du tout développé de web radio jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense que forcément, ça pose problème, ça pose souci. On n'est pas là pour développer des radios dans tous les sens. Mais évidemment, quand on a une gamme de radios comme la nôtre, on peut se dire que, accessoirement, c'était quand même un élément de la stratégie. Voilà. Et vous voyez qu'il y a à la fois de la reprise de flux, des mêmes flux que les flux broadcast, mais il y a aussi, chez pas mal de nos confrères, que ce soit en Angleterre ou en Suède, un travail de propositions créatives de chaînes différentes qui sont soit thématiques, qui se fondent parfois sur les humeurs. Et évidemment, on va s'en inspirer tout en étant clair avec nous-mêmes. Donc, on est en train de développer des projets de web radio sur 2 de nos stations qui sont musicales, comme vous le savez, donc FIP d'une part et France Musique d'autre part. FIP, c'est la diversité de la programmation musicale incarnée. Aucune radio, je crois, au monde n'a une programmation musicale aussi variée. Donc, forcément, elle se prête bien à l'exercice
de création de web radio. Et je dirais que France Musique est un peu l'équivalent, non seulement pour la musique classique, mais pour d'autres types de musique, mais avant tout pour la musique classique. Nous avons un stock de programmes considérable, plus de 400 retransmissions de concerts tous les ans. Donc, vous pouvez imaginer ce que donnera la création de cette offre de web radio. Alors que ça, je dirais, c'était la partie contenu, donc une offre complémentaire qu'on enrichit avec des développements numériques. On travaille également sur la distribution des contenus, ça ne vous surprendra pas. On a ici, vous avez sous les yeux, j'ai synthétisé nos audiences, notamment sur Facebook. Donc c'est plus de 3 millions de fans si je prends l'ensemble de Radio France. Idem sur Twitter. C'est évidemment un rouage essentiel de la distribution, c'est un rouage essentiel du dialogue que nous devons avoir avec les auditeurs. Donc c'est à la fois un moyen pour nous de toucher des publics qu'on n'aurait certainement pas, et c'est aussi un moyen d'enrichir la relation avec les publics qui sont les nôtres. Donc je dirais que c'est un rouage essentiel. Nos équipes travaillent d'arrache-pied sur ce terrain-là, et je pense qu'on est en train de parvenir maintenant à rattraper le retard qu'on avait pris dans ce domaine-là. La mobilité est un enjeu de la radio. La table ronde qui se réunissait juste avant l'a précisé. C'est pas un fait nouveau, la mobilité, évidemment, c'est pratiquement 40% de l'audience radio pour certaines chaînes. En revanche, la mobilité prend des formes tout à fait nouvelles et différentes. Laurent Guimier parlait tout à l'heure de la voiture qu'on ne conduira plus dans quelques temps. On essaiera quand même de la conduire encore un peu, mais en tout cas, on sera sans doute dans une configuration d'usage extrêmement différente. Donc on suit bien sûr les évolutions de la voiture connectée, que ce soit via le smartphone ou via le dashboard. On croit également que les lieux où il y a des lieux fixes, en revanche, qui accueillent des populations qui, elles, sont mobiles. Il y a tout un travail à faire dans l'univers de la ville, dans l'univers urbain, sur lequel nous travaillons également pour être en point de contact avec les gens en situation de mobilité. Il y a des supports mobiles, mais il y a aussi des gens qui sont en situation de mobilité, qui vont dans les gares, dans les aéroports, etc. Et on envisage de développer nos offres sur ce terrain-là. Voilà, je ne peux pas ne pas parler de la vidéo et de l'image, qu'on a commencé à développer de façon forte. C'est un peu trop vite pour moi. Vous avez ici quelques chiffres entre les millions de vidéos vues sur nos sites et les vidéos vues sur les plateformes partenaires. Donc ça commence à devenir assez sensiblement important. On est à la fois sur du webcasting, on est à la fois sur du remontage de vidéos, sur du tournage de vidéos courtes. On utilise l'ensemble des facettes de la vidéo. Pour rebondir sur ce qui s'est dit précédemment, évidemment, on essaie de lui donner la meilleure forme par rapport au positionnement de nos chaînes. Je pense que c'est exactement la même chose que quand je parlais tout à l'heure du fait que nos offres numériques, elles étaient cohérentes avec le positionnement éditorial de nos chaînes. Ça va être la même chose sur la manière dont on va envisager la vidéo. Ce sont des développements à court et moyen terme. Il est évident qu'il y a un certain nombre de domaines, comme l'information par exemple, où il est difficile de se priver de support d'image aujourd'hui, en tout cas si on veut renouveler massivement nos publics. C'est impossible de ne pas le faire, et donc il faut qu'on le fasse par nous-mêmes, peut-être avec d'autres, mais il faut qu'on commence évidemment à le faire par nous-mêmes. Donc ça, je crois que c'est un point central. Le live de France Info est une création extrêmement intéressante. La matinale de France Inter obtient des chiffres tout à fait intéressants avec une infographie originale qui n'est pas simplement de la radio filmée. Donc voilà, on va travailler sur un ensemble de radiovisuels qui épouse vraiment la spécificité, le positionnement de la radio, mais aussi de nos différentes chaînes et de nos différents publics. Voilà, je voulais aussi parler du monde physique, même si nous sommes sur le online aujourd'hui définitivement, mais le monde physique ne doit pas être vu comme un monde à part. Donc d'abord, je veux juste rappeler que nos chaînes ont des partenariats un peu partout en France, que France Bleu, par définition, est présent partout en France, mais que des chaînes comme France Inter ou France Info sont régulièrement sur le terrain. C'est la même chose pour FIP, pour toutes nos chaînes, d'une part. Et puis on a un élément nouveau qui est la Maison de la Radio, qui a réouvert il y a presque un an, et qui est un outil pour nous formidable, à la fois de fidélisation de nos publics, parce qu'on a des amateurs fous
de nos émissions qui viennent régulièrement y assister, mais c'est aussi un enjeu de conquête et de renouvellement de public. Je vous donne un exemple. On a Journée du patrimoine, on a accueilli 15 000 visiteurs en un week-end. On sait qu'il y a une part non négligeable de ces 15 000 personnes qui n'étaient jamais venues à la Maison de la Radio. On sait aussi qu'il y a une partie de ce public qu'on va pouvoir capter pour venir assister aux concerts de nos formations musicales à la Maison de la Radio et à tout un tas d'autres activités. Donc c'est des concerts classiques, bien sûr. Ce sont des concerts pop-rock en liaison avec les chaînes. Et puis c'est aussi l'occasion de nous ouvrir à un jeune public, notamment au public scolaire. On pense qu'en année pleine, chaque année, on pourra accueillir pratiquement 40 000 scolaires dans l'enceinte de la Maison de la Radio. 40 000 personnes dans un lieu sur cette population-là, c'est pas mal. Avec des visites guidées, des parcours découvertes, des concerts et des spectacles dédiés. La Maison de la Radio, ça doit être un lieu d'échange. Et donc, c'est le lieu d'échange pour nos publics fans et fidèles, mais c'est aussi le lieu d'échange pour des publics qu'on veut finalement amener dans le giron et dans la galaxie Radio France. Donc je pense que c'est un point qu'il faut avoir en tête. Vous êtes évidemment les bienvenus pour y venir. Vous serez très bien accueillis et vous avez une offre de concerts et de spectacles assez unique. Quelques exemples et j'en finirai là. On vient de créer une offre qui s'appelle Les Mondes Fantastiques, qui est assez unique sur dans l'environnement du spectacle, puisqu'elle associe France Culture, nos formations musicales, de façon étroite, avec des retransmissions, des concerts-spectacles, liés par exemple à des œuvres comme Huckleberry Finn, pour ne citer que celui-là. Voilà, donc moi je trouve que là, on boucle la boucle. On est à la fois très à fond sur l'innovation. J'ai pas eu le temps de parler de tout ce qu'on fait en matière d'innovation, mais voilà, on est à la fois très en pointe, je pense, sur le numérique et ses différentes évolutions, mais on a aussi des lieux physiques qu'on veut animer, donc l'un va nourrir l'autre. Je vous remercie de votre attention. Les 5e rencontres Radio 2.0.